l'idée de constituer un groupe de travail intervenant dans le cadre d'une identification des risques est venue dans un premier temps à la suite d'une demande d'une collègue ayant fait l'objet d'un contrôle de la part de sa DDCS, ce même contrôle ayant fait l'objet par la suite d'une réflexion au sein de nos regroupements, au sein de la FNAT Île-de-France. Et voilà maintenant à peu près 18 mois, à hauteur de 4 à 5 rencontres au cours de l'année, c'est assez faible, mais c'est fonction de nos emplois du temps, que nous nous retrouvons et que nous avons entamé une réflexion dans le cadre de notre posture d'encadrant et donc dans le cadre d'une posture de direction, à savoir de mettre en place un certain nombre de procédures. Une procédure pour qui, pourquoi, et c'est ainsi que ces dernières aussi ont justifié la mise en place de modes opératoires. Alors, il ne s'agissait pas pour nous, au départ, d'élaborer un référentiel qualité, loin de là encore aujourd'hui, mais en tout cas, d'alerter nos équipes et de pouvoir avoir des points de vigilance sur la démarche d'identification de risques et de se prémunir au maximum de ces mêmes risques. Alors, le président de la FNAT, M. Gauthier, ce matin, faisait part de l'apport de solutions. Nous n'avons pas cette ambition d'apporter des solutions aux risques auxquels nous nous exposons dans le cadre de nos fonctions. Ce serait bien ambitieux, mais en tout cas de positionner des orientations de travail. Et effectivement, j'ai relevé avec attention, avant de laisser la parole à ma collègue Bouchra Makrani, ce que très justement monsieur le maître Rousseau ce matin, à savoir que notre démarche, dans le cadre de notre démarche, nous nous sommes souvent sentis cernés dans le cadre de nos fonctions, et c'est ce qui nous a engagés dans cette idée d'essayer de nous prémunir au maximum, et puis par la suite de pouvoir faire profiter ce travail à l'ensemble des adhérents, puisque notre travail a vocation à être diffusé sur le site de la FNAT et à profiter à tous. Voilà, sans plus attendre, la parole à Bouchra. Bonjour à tous. Voilà. Moi, je vais m'axer sur le premier chapitre lié à la gestion des risques concernant la gestion des biens et du patrimoine. Le groupe de travail a identifié un certain nombre de risques, mais compte tenu du temps qui nous est imparti aujourd'hui, je vais m'arrêter qu'aux principaux risques pouvant engager facilement la responsabilité des services mandataires. Donc, sans plus attendre, on va attaquer sur le patrimoine en déshérence. Un certain nombre de services présents ici exercent des mesures à destination de personnes possédant du patrimoine. Ça peut être des maisons, des appartements, des terrains, du matériel agricole, ça peut être des véhicules à moteur, même du bétail. Donc, ce qui est important, c'est d'abord... Il faut exercer une mission de surveillance et de vigilance. Donc, on va passer d'abord l'un des premiers outils permettant de sécuriser l'activité et l'établissement de l'inventaire. Donc là, je vous annonce peut-être une évidence, mais ce qui est très important, c'est de le faire dans les 3 mois suivant la mesure, mais également au moment du renouvellement de la mesure, mais aussi au moment du compte-rendu de gestion, parce qu'à ce moment-là, cela permet d'actualiser l'inventaire. Donc, c'est une sécurité pour le délégué mandataire. Ça lui permet d'avoir un point précis sur le contenu, la consistance du patrimoine des personnes qu'il suit, mais également le service. Mais aussi pour le juge, ça lui permet d'avoir au cours de la mesure une photographie exacte du patrimoine des personnes. Voilà. Mais cet outil concernant l'inventaire n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir une mission de surveillance. Un exemple, pour citer ce qu'a dit M. Ponchot ce matin, on peut très bien recevoir un courrier d'une mairie. On va prendre par exemple la Bretagne. J'aime bien les Bretons, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La mairie nous écrit en disant, voilà, il y a des herbes hautes dans tel jardin, la toiture risque de s'effondrer. Mais que fait le tuteur? À chaque fois, on a un peu cette diatribe, et c'est des courriers un peu virulents. Comment ça, un tuteur sans jardinier, ce n'est pas possible. Donc là, c'est important d'avoir cette vigilance sur ce point. Il est également important, par exemple, à Paris, lorsqu'une personne entre en EHPAD, on a un réel problème de squat des appartements. Quelle surveillance apporter pour ces personnes lorsqu'elles sont en structure? Est-ce qu'on met des portes anti-squat? Est-ce qu'on vérifie régulièrement si les logements ne font pas l'objet d'occupation illégale? On sait que les services mandataires
ont des moyens limités pour exercer cette surveillance, mais n'empêche que ça fait partie de notre responsabilité. Voilà. Donc, ce qui est important par la suite, donc je vais passer au deuxième point, qui est le défaut d'assurance. Je sais que M. Ponchot est intervenu ce matin, mais simplement, effectivement, c'est un réel souci pour les services mandataires. Il faut savoir qu'il est important, lorsqu'on exerce un certain nombre de mesures, de mettre en place des outils, une traçabilité des assurances. Parfois, notre public peut faire preuve de nomadisme, à savoir des changements de logement, des déménagements au cours d'années. Qu'est-ce que met en place le service mandataire pour surveiller si les assurances existent bien, si tous les appartements, tous les logements bénéficient de la bonne assurance, si elle est adaptée, également les deux roues, également le reste du patrimoine du majeur. Excusez-moi. Et donc, ce qui est important, c'est non seulement de tenir une base de données, mais de l'actualiser régulièrement. Il faut savoir que c'est du vécu. Là, je vais vous donner un exemple précis. Le jour de la notification d'une mesure à un service mandataire, l'appartement de la personne sous tutelle a été sinistré. C'était un incendie important, donc qui a occasionné plus de 25 ou 30 000 € de dégâts, et la responsabilité du service a été engagée. Donc le syndic a engagé une poursuite contre le service mandataire en disant qu'il y a un défaut de surveillance. Donc il a fallu saisir l'assurance responsabilité professionnelle et apporter la preuve que le jour de la notification de la mesure, on n'a pas été en mesure de vérifier que la personne était bien assurée. Malheureusement, ce n'était pas le cas, mais bon, l'affaire s'est bien terminée au final. Donc, effectivement, comme le disait M. Ponchot ce matin, il faut que les services mandataires réfléchissent à des moyens permettant de peut-être garantir une assurance habitation en début de mesure, mais quitte à la résilier par la suite. C'est peut-être des accords à avoir avec des compagnies d'assurance, puisqu'on a réellement un problème actuellement. On reçoit de plus en plus de mesures dégradées avec des personnes non assurées, et là, les sinistres peuvent survenir. Donc là, il nous apparaissait que c'était un risque majeur pour les services mandataires. Donc le défaut d'assurance, c'est à vraiment prendre en compte. En tout cas, il faut avoir une vigilance sur ce point. Voilà, donc nous, on l'a mis dans le cadre du mode opératoire, surveillance et évaluation du logement. Troisième risque, j'essaye de faire vite parce que je sais que le temps est compté, la gestion des espèces. Je pense que ça vous parle tous. Hein ? Alors là, actuellement, donc depuis la disparition des mandats postaux, il y a de plus en plus, les régies refusent qu'on leur effectue des virements pour les remettre aux personnes protégées. Donc, dans un établissement, par exemple, lorsqu'il y a 10 mesures confiées à un même service mandataire, quels moyens mettons en place pour la circulation des espèces ? Par exemple, est-ce qu'on va demander à un délégué mandataire de se balader avec, je ne sais pas, 100 € par mois pour chaque personne protégée, aller avec 1 000 € sur lui ? Question de sécurité, est-ce qu'on doit laisser une personne avec des espèces ? Qu'est-ce qu'on met en place comme procédure dans un service mandataire ? Est-ce qu'on doit supprimer les espèces ? Là, c'est un vrai problème qu'on se pose. Donc là, le groupe de travail y réfléchit. Mais c'est vrai que si on ne remet pas d'argent, des moyens de l'argent personnel aux personnes en établissement, on peut nous taxer de maltraitance. Et donc là, c'est vrai que c'est un vrai point sensible sur lequel il faut réfléchir à un dispositif encadré. Cela pose aussi la question, lorsqu'une personne sous mesure de protection arrive dans un service mandataire et veut remettre des espèces, quels moyens de sécurité sont mis en place dans les services pour garantir la circulation sans risque de perte, de vol dans le service mandataire. Donc là aussi, ça fera l'objet d'un mode opératoire. Voilà. Donc le dernier point, c'est le détournement d'achat de travaux au profit d'un tiers, les faux devis, les fausses factures. Donc là, c'est une réflexion qui a été importante à mener parce que c'est là où c'est un risque sensible pour les services mandataires, puisqu'on peut très bien nous taxer de faire effectuer des travaux au profit, à notre profit. Donc ça c'est déjà entendu malheureusement. Qu'est-ce qu'on met en place dans les services mandataires pour s'assurer de l'effectivité des achats et de la réalisation des travaux ?
parce qu'il faut non seulement gérer le problème du devis, mais la réception des travaux, l'effectivité de l'achat est un point très important. Si on autorise l'achat pour une personne, une télé qui coûte 2 000 € et qu'on s'aperçoit qu'elle s'est acheté au final une tablette discount, là, ça pose un vrai problème. Donc voilà, nous, on a travaillé sur un mode opératoire. Oh, ça, on peut le montrer? Non, on ne peut pas. Voilà, ce qu'on voulait juste vous... Voilà, parce qu'on voulait vous montrer juste un modèle, un exemple de mode opératoire. C'est pas possible. Ah, d'accord. Donc, on voulait travailler juste un mode opératoire, montrant un exemple de ce qu'on a pu réaliser. Donc là, effectivement, on a identifié les quatre risques principaux, mais il y en a d'autres sur lesquels on continue à travailler. Ils seront mis sur le site de la FNAC, tous les modes opératoires les verront. Donc moi, c'est uniquement la gestion des biens et du patrimoine qui a permis d'identifier, de mettre en place des modes opératoires, disons, d'une manière plus aisée que le prochain risque, que le prochain chapitre de risque que va vous présenter Madame Laubier concernant l'accompagnement tutélaire. Je vous remercie. Donc, avec la réforme, on a une nouvelle notion qui est l'accompagnement tutélaire, bien qu'auparavant, on accompagnait déjà les majeurs. Donc, ça n'a pas été une nouveauté, en tout cas pour les services et les mandataires. Par contre, on est venu finalement chercher la responsabilité des mandataires à tout niveau. Donc, là aussi, on va voir différentes choses. Là ? Ah, merde. Voilà. D'abord, le premier constat, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de recette miracle. Si on pouvait faire des modes opératoires pour essayer de limiter au maximum les risques en matière de droit patrimonial, il en est autrement en ce qui concerne le droit des personnes. Ce qui est un peu plus simple, c'est notamment veiller à l'ouverture des droits des majeurs protégés, mais là aussi, quand vous avez un majeur protégé sous curatelle qui perçoit le RSA, qui peut prétendre à l'AAH, mais qui refuse ce droit à l'AAH, que fait-on ? Est-ce qu'on agit dans l'intérêt du majeur en respectant sa volonté qui ne veut pas d'ouverture et de reconnaissance d'adulte handicapé, ou au contraire, est-ce qu'on fait quand même valoir malgré tout ses droits en sachant que ça pourra permettre une meilleure, des revenus financiers plus importants? On passe de 400 à 800 €. C'est une vraie question à se poser. Et la question se pose également sous tutelle. C'est la reconnaissance du statut d'adulte handicapé, c'est quand même quelque chose qui est lourd à porter pour certains et certains le refusent. Mais c'est une question. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est responsable de la non-ouverture des droits des majeurs protégés, quels qu'ils soient? L'autre question qui se pose en matière de droit aussi, si vous avez une dame en maison de retraite au titre de l'aide sociale, si vous n'ouvrez pas ses droits à l'allocation au logement, est-ce que les héritiers peuvent se retourner contre vous, puisqu'au final, la dette due à l'aide sociale sera plus importante que s'il y avait eu l'ouverture des droits à l'allocation au logement. Donc, je ne vais pas vous faire toute une liste de risques, mais ils sont là et on n'a pas toujours des réponses. On a vu ce matin, en tout cas ça a été évoqué, l'obligation d'information qui pèse sur les mandataires judiciaires. Et là aussi, dans la pratique, on se rend compte que l'information n'est pas si évidente à délivrer. D'abord, on doit s'adapter à la capacité de compréhension de chacun. Et là aussi, ce n'est pas toujours facile. Parfois, on a la frontière, en tout cas la limite de la langue. On a quand même beaucoup de personnes qui sont d'origine étrangère, qui sont sous mesure de protection. Et la communication est difficile. Alors, on y arrive avec des mots. On a toujours un voisin, une aide à domicile qui peut essayer de traduire, mais ce n'est pas toujours évident. Il y a la personne qui n'a plus sa capacité de compréhension. On est sur des personnes qui sont liées au vieillissement. Donc là, c'est difficile de lui expliquer, de lui lire le jugement, de lui remettre la notice d'information. Quel sens ça a, surtout. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais quel sens on y met. Là aussi, si on avait un contrôle quelconque et qu'on venait voir dans nos dossiers que la notice n'a pas été remise, est-ce qu'on peut engager la responsabilité du mandataire? Ça a été évoqué un petit peu ce matin. Il y a aussi la problématique du soin. C'est-à-dire qu'avec la réforme, on a vu, en tout cas pour nous, l'explosion des demandes, des autorisations de soins. Alors pour tout et n'importe quoi. On a eu droit à notre demande d'autorisation de soins pour une extraction dentaire, pour un panari. Ça va jusqu'à l'amputation quand même. Mais là aussi, on s'interroge comment nous, on peut autoriser une opération à se faire, quelles sont les demandes qu'on peut avoir en vue du médecin. Pour notre part, il y a beaucoup d'associations, en tout cas ces mandataires, qui ont des protocoles qui permettent quand même aux délégués mandataires de pouvoir avoir des réponses. Mais
Nous, on a eu une situation d'une dame de 102 ans qui s'était fait une fracture du col du fémur et la question était de se poser si elle devait être opérée ou non. Alors, on nous a demandé à nous de faire le choix. C'est-à-dire qu'on avait à 102 ans une anesthésie générale avec un risque de décès ou, à défaut, une douleur continuelle jusqu'à son décès. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et on a vu le médecin. Le médecin, lui, il a refusé de donner des informations. Il ne voulait pas se positionner. Il s'est tourné vers nous. Alors, nous, on s'est tourné vers le juge. Et le juge nous a dit, ce n'est pas une atteinte à l'intégrité corporelle, donc c'est à vous de prendre la décision. On a dit d'accord. Alors, il y avait des enfants, donc on a contacté l'ensemble des enfants, dont 2 étaient un petit peu parsemés en France. On les a retrouvés. La famille, finalement, s'est positionnée. Elle a accepté l'opération. Et au final, l'opération ne s'est pas faite parce que c'est l'anesthésiste qui a refusé de faire l'opération. En attendant, nous, on est mis face à la situation. Moi, je suis directrice, mais je me mets aussi à la place du délégué mandataire qui, lui, doit porter cette décision. Alors, il ne la porte pas seul, mais on peut aussi penser aux mandataires privés qui, eux, sont seuls face à ces situations et qui n'ont pas toujours aussi quelqu'un pour échanger et pour en discuter. Donc, en plus, je passe les réponses de certains médecins qui refusent de nous donner le motif de l'opération. Donc, on doit opérer la personne, il est 14 heures, elle est dans la salle d'opération, il faut donner l'autorisation de suite. De quoi l'opère-t-on? On nous oppose le secret médical. On n'a pas à savoir de quoi on l'opère, mais on doit donner notre autorisation pour l'opération. Et bien entendu, nous sommes les seuls services mandataires à refuser de signer l'autorisation. Ça, on l'a tous, hein. Le respect des droits de la personne, c'est aussi, on l'a vu ce matin, ça a été évoqué, le respect de l'intimité de la vie privée. Alors oui, on respecte tant qu'on peut l'intimité et la vie privée des majeurs protégés. On essaie de ne pas être trop intrusif, même si pour certains tiers, certains membres familiaux, ce n'est pas compréhensible. Donc on doit aussi là faire un effort de pédagogie pour dire, ben non, il a sa liberté. On a évoqué les relevés de compte ce matin. Moi, à chaque fois qu'un membre familial me demande les relevés de compte du majeur, moi, je lui dis que je lui fournirai quand je recevrai les siens. Généralement, il comprend, il ne me demande plus rien. L'intimité de la vie privée, c'est respecter aussi la réception des tiers. Comment on se positionne, nous, quand on a une personne qui héberge à son domicile un fils qui la frappe, qui la maltraite? Comment nous, on se positionne quand il y a un voisin qui spolie le majeur protégé, mais la majeure vous dit « oui, je sais, il me spolie, il me prend mon argent, mais c'est la seule visite que j'ai », qui donc en toute conscience se fait spolier. Que fait-on quand on a des personnes qui ont des troubles psychiatriques, qui ont des conduites à risque? Moi, je parle des gens qui ont des dépendances à l'alcool, à la drogue, des femmes qui se prostituent, où là aussi, on nous rend responsables du comportement du majeur protégé. Que fait-on? Alors, si on avait des solutions en la matière, on aurait pu vous les donner dans le cadre de ce groupe de travail, mais là, on n'a pas trouvé et on cherche encore un peu. Donc là aussi, quelle responsabilité nous donnera-t-on quand on aura une mère qui se retournera contre nous parce que sa fille de 20 ans se prostitue pour pouvoir payer ses cigarettes? Au-delà d'autres problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est la maltraitance. La maltraitance, nous pouvons être maltraitants dans notre fonctionnement. On sait que les institutions, on a un mode de règlement, on donne notre règlement de fonctionnement dans le cadre de la notice d'information. Et c'est vrai qu'elle peut être très mal vécue, très mal perçue par les majeurs protégés en fonction de leurs besoins. Ceux qui n'ont aucune tolérance à la frustration, quand ils appellent à 9h, il faut répondre à 9h et avoir quelqu'un à 9h. Quand on leur répond, bah non, le mandataire n'est pas de permanence ce jour-là, il faut rappeler demain, il le vit comme une maltraitance. Est-ce que c'en est pour autant? C'est une autre question. Voilà. La maltraitance, donc elle peut être rarement, j'ose espérer que pour les mandataires, elle est rarement, voire jamais physique. Donc je reste sur la maltraitance morale. Quand on a un système très psychorigide où on cadre énormément le majeur protégé, on ne lui laisse pas de liberté financière parce qu'on n'a aussi parfois pas de liberté, nous, de leur en donner. Quand on veut maintenir une carte de paiement en place ou une carte bleue, on sait que c'est complexe. Le juge est d'accord pour laisser le moyen de paiement en cours, mais on a un organisme bancaire qui refuse le maintien de la carte, qui la supprime, quoi qu'on mette dans la lettre d'information de la mesure de protection. Et du coup, il y a aussi une problématique, c'est comment travaille le mandataire quand il engage sa confiance avec le majeur et que finalement, dès le départ, ça ne fonctionne pas. Donc, pour tout ça, vous aurez bien compris que nous n'avons pas de mode opératoire, pas de réponse. Très souvent, on est entre le marteau et l'enclume. On est au milieu de tout ça et on doit trouver des solutions. Donc, on essaie d'adapter au mieux aux personnes,
Donc il n'y a pas une solution pour tous, il y a une solution pour chacun. Pour certains, il n'y a pas de solution du tout. Et il y a un vrai problème de pouvoir le faire entendre aux tiers, quel qu'il soit. La réponse qu'on peut donner, c'est qu'il faut peut-être développer le partenariat, mieux faire connaître notre métier, parce qu'on ne communique pas assez. Pour les maltraitances, voir sur la formation du personnel, le sensibiliser, travailler de façon transversale dans les services, mettre en place des groupes d'analyse de pratiques, rappeler la bienveillance auprès des majeurs protégés lors de réunions de service, c'est peut-être important, des réunions d'équipe. Et puis peut-être aussi voir, je pense comme on est obligé de le faire, mettre en place des outils pour les modes opératoires pour le suivi des plaintes. Peut-être que ce soit un outil pour les cadres aussi, de voir un petit peu qu'est-ce qui peut dysfonctionner dans nos services. Voilà. Merci. Je vais conclure brièvement suite aux exposés, aux exemples très complets de mes collègues. Donc, en fait, vous retrouverez donc les procédures et les modes opératoires, mais vous avez bien compris qu'ils ne répondent pas à tout et loin de là à toutes les situations que nous rencontrons. Mais en tout cas, les plus fréquentes et ceux permettant donc d'essayer de nous garantir au mieux, vous les retrouverez donc sur le site de la FNAP, puisqu'on termine là leur compilation et en tout cas leur mise en forme, puisque sur le fond, nous avons fait un travail dans l'ensemble consensuel, donc nous arrivons au bout. Donc différents pans. Isabelle a parlé du fonctionnement du service et puis donc aussi de la protection de la personne. Bouchra de la protection des biens. Un autre pan aussi concerne la GRH qui est aussi important. Nous sommes dans nos fonctions, donc à l'interaction de plusieurs codes. On a beaucoup parlé ce matin du code civil, du code pénal. J'ai entendu une intervention sur le code de l'action sociale et des familles, bien sûr. Et puis le code du travail. Il ne faut pas oublier, Isabelle, tu parlais donc des professionnels intervenant dans nos services, des risques psychosociaux qui aujourd'hui sont importants et que pour nous, donc, il convient bien entendu de prendre en compte. Donc, ce recueil sera mis en place donc, pour les services adhérents, donc, qui est disponible sur le site de la FNAP. C'est une modeste contribution de notre part, mais que nous espérons utile. Et dans le cadre de ce travail, nous souhaitons aussi pouvoir l'abonder de quelques exemples. Et là, c'est un petit peu un appel à vous tous, donc pouvoir l'étayer, au-delà de rester sur des procédures, si vous voulez, d'outils qui seraient mis en place donc, au sein des services et qui pourraient profiter à tous. Ce travail, il est transversal, on a essayé de le rendre le plus transversal possible, quelle que soit la taille du service, que le service fasse suive 100, 150 personnes, qu'il y ait 5, 10 salariés, ou bien qu'il soit beaucoup plus important. En tout cas, un grand merci pour tous les contributeurs passés, présents et à venir.